Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous économique. Et vous, évidemment, nous avions préparé cette vidéo pour le rendez-vous Transition verte, mais nous vous la présentons ce matin. La vidéo que vous venez de voir présente notre projet de forêt dont la plantation va se dérouler le 19 juin prochain. Donc, on sera une cinquantaine à aller planter des arbres. Celle-ci va capter 500 tonnes de carbone, ce qui permettra de compenser les activités de la Chambre de commerce pour la présente saison. Et notre intention, évidemment, à la Chambre de commerce, c'est une fois de plus démontrer que nos actions sont non seulement économiques, mais aussi environnementales et sociales. Et cette initiative nous a valu d'ailleurs d'être finalistes dans la catégorie développement durable et le grand gala qui déterminera le gagnant se tiendra à la mi-mai. Merci d'ailleurs à Carbone Québec, notre partenaire de la forêt, Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Notre Chambre de commerce, c'est près de 1200 membres. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 5 chambres de commerce qui travaillent ensemble. Notre campagne « Prêt pour vrai » a pour but de mettre en lumière la proximité entre les chambres avec leurs membres. Je vous présente des entrepreneurs d'ici qui, pour eux, notre Chambre a fait une différence. La Chambre de commerce de Saguenay a toujours été un élément important, je dirais, pour Stas, pour toute la famille. La boutique voulait profiter des opportunités que peuvent offrir la Chambre de commerce, notamment le gala des prix du Buc. Et on a profité aussi de la subvention du Papetu. On a pu acquérir une minivan de 15 passagers. Ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est rapprocher les personnes qui viennent à la boutique du territoire. Les raisons initiales, c'est vraiment le maillage avec l'écosystème régional. Stas n'est pas une entreprise qui peut vivre par elle-même. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a besoin de tout un écosystème de fournisseurs, de partenaires. J'ai rencontré des gens de cœur, des gens sincères, qui ont le goût de faire en sorte que les entreprises aillent bien. Ce qui est intéressant aussi avec la Chambre de commerce, c'est qu'ils sont directement impliqués dans les différents milieux avec qui ils travaillent. Donc, on sent vraiment le vouloir de développer des liens avec les différents membres. Par exemple, les comités sectoriels qui ont été mis en place dernièrement vont pouvoir nous amener à réseauter, à développer des choses, puis surtout à communiquer ensemble. Ils jouent aussi un rôle important dans toute la certification des documents d'exportation à travers le réseau des chambres de commerce internationales. C'est un point de liaison aussi important avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Moi, je considère que c'est important de participer activement à ces initiatives-là. À ce point-ci du développement de Stas, on veut continuer d'agir comme un leader régional. On veut s'impliquer encore plus dans la Chambre de commerce pour s'assurer du bon développement puis du développement de tout l'écosystème que nous avons besoin pour performer dans le monde d'aujourd'hui. Je sens que mon futur au niveau de la Chambre de commerce ne fait que commencer. Avec le niveau de bienveillance qu'ont ces gens-là, ils ne peuvent que continuer à nous offrir des programmes, des opportunités de croissance. Ne passez pas à côté de la bienveillance des gens qui composent la Chambre de commerce. L'événement de ce matin, c'est évidemment un succès. On a même été surpris par l'engouement. Il est complet depuis 2 jours. Nous sommes, ce matin, 255, 72 entreprises privées, 14 maisons d'enseignement et centres de recherche, 10 organismes gouvernementaux et paramunicipaux, 18 représentants politiques et plusieurs représentants syndicaux. C'est une démonstration claire de la mobilisation régionale entourant le projet de zone d'innovation aluminium. Merci d'être là. Alors que cette zone sera un vecteur de décarbonation, elle permettra aussi aux entreprises, à nos PME, d'ici, mais de tout le Québec, de tous les secteurs, de profiter de retombées majeures. C'est ce qui vous sera présenté aujourd'hui.
Avant d'aller plus loin, évidemment, il y a toujours les salutations d'urgence. Les salutations de nos dignitaires qui doivent être faites de façon urgente au début de l'événement. André Laforêt, notre ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Julie Dufour, notre mairesse de Saguenay. Yannick Gagnon, député de Jonquière à l'Assemblée nationale. Mario Simard, député de Jonquière à la Chambre des communes. Donald Martel, notre invité de l'extérieur, député de Nicolas Bécancour. On vous veut à Jonquière. On vous veut. Adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Gérald Savard, notre préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, maire de Bégin. Les conseillers municipaux de Saguenay présents. Les représentants des bureaux de nos députés fédéraux et provinciaux et mes collègues des chambres de commerce du Lac-Saint-Jean, Kathleen Voyer de la Chambre de commerce Lac-Saint-Jean-Est et Valérie Tremblay de la Chambre de commerce de Dolmo-Mistassini. Je ne sais pas où elles sont, mais je salue mes collègues. Merci aussi à nos partenaires annuels Rio Tinto, Ville de Saguenay, MRC du Fjord du Saguenay, Carbone Québec. Puis on commence avec notre ministre, André Laforêt, ministre des Affaires municipales, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. André, je vous invite à venir prendre la parole. Je suis très heureuse d'être ici, vous le savez très, très bien. La zone d'innovation de l'aluminium, c'est essentiel pour nous, c'est essentiel pour vous, c'est essentiel pour notre région, c'est essentiel pour le Québec. Ça va aller très, très loin. On veut l'avoir. Alors, merci pour votre présence, d'être en aussi grand nombre. C'est un très, très bon message qu'on porte. Et c'est un bon message également qu'on porte à mon collègue député Donald Martel, parce que Donald, c'est lui, entre autres, dans toutes ses responsabilités, qui a instauré les autres zones d'innovation au Québec, à l'aide, évidemment, de mon collègue Pierre Fitzgibbon. Alors, Donald Martel, salutations, député de Nicolas Bécancour et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Donald, vraiment, merci. C'est un grand signal que ta présence soit ici aujourd'hui. Julie Dufour, mairesse de Saguenay, tous les élus, salut Julie, tous les élus municipaux, salutations à vous tous. Sandra, présidente directrice générale de la Chambre de commerce et de l'industrie du Fjord. Félicitations pour ton travail, félicitations pour votre nomination également. Et mon coup de cœur, Héloïse Harvey, ambassadrice de la zone d'innovation de l'aluminium et PDG d'Epic Machinerie. Alors, salutations à toi, Élise. J'étais contente de placoter avec toi tantôt. Disons que tu es très passionnée également. C'est le fun de te voir aller. Stéphane Tremblay, nouveau directeur du projet Zone d'innovation en aluminium. Salutations à toi, Stéphane. Je n'ai pas vu le chef Gilbert Dominique, mais les salutations sont faites. Alors, évidemment, je salue également principalement toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises qui sont ici aujourd'hui. C'est important chez nous, c'est important pour vous, la zone d'innovation de l'aluminium. Alors, je salue également toutes les personnes qui sont intéressées aujourd'hui pour l'innovation de l'aluminium et évidemment pour le développement connexe en aluminium. Alors, je peux vous dire que votre présence ici en grand nombre, comme je le mentionnais tout à l'heure, envoie vraiment un signal clair que notre région est prête et mobilisée pour obtenir chez nous notre zone d'innovation de l'aluminium. La venue de l'ASIAL va permettre au monde de l'aluminium de travailler ensemble pour accélérer l'innovation qui permettra de réduire l'empreinte environnementale. Alors, l'attribution d'une zone d'innovation en aluminium au Saguenay aura des impacts à très grande échelle. L'ASIAL ne se limitera pas à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais l'ASIAL va s'étendre à la grandeur du Québec et même au plan international. Les retombées économiques pour nos entreprises seront majeures au fil des années. Alors, de voir la mobilisation dans le milieu de l'aluminium aujourd'hui, que ce soit les chercheurs, les petites, moyennes et grandes entreprises, les équipementiers qui sont ici aujourd'hui, démontrent le sérieux de la démarche et surtout l'importance pour notre région d'obtenir notre zone d'innovation de l'aluminium. Rio Tinto devra être le joueur important, le joueur essentiel pour l'annonce de la zone d'innovation de l'aluminium. On a besoin de vous. Donc, nous souhaitons également que les autres entreprises comme Alcoa et Alouette
fasse partie intégrante de la zone d'innovation de l'aluminium. Ça nous prend des grands joueurs. Le Saguenay a toujours été reconnu comme la capitale régionale nationale de la production de l'aluminium. Alors, le gouvernement du Québec, nous tous, Yannick, Donald, moi-même, M. Legault, évidemment, Pierre Fitzgibbon, nous sommes tous prêts à soutenir la région pour une zone d'innovation de l'aluminium. Pour en arriver à la désignation de la zone d'innovation de l'aluminium, le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit arriver à présenter des projets d'innovation. Puis les projets d'innovation, c'est vous qui les avez, c'est vous qui allez les présenter. Donc, on doit continuer la recherche également sur l'aluminium du futur. Merci, M. Sanson, d'être ici, évidemment, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça nous prend pour la zone d'innovation de l'aluminium une vision, par contre. Il faut être très, très bien structuré. Ça nous prend du financement, ça nous prend des acteurs principaux qui soutiennent le projet. On a besoin d'un centre de coulée ici avec un laminoir. Ça fait assez longtemps qu'on le dit. Il faudrait commencer avec une zone d'innovation et penser laminoir pour tout le Québec. C'est là qu'on voit que la zone d'innovation est importante pour sortir de notre région. Ça nous prend aussi avec d'autres municipalités. On doit travailler avec Sept-Îles, on doit travailler avec Shawinigan, parce que la zone d'innovation, au début, c'était assez complexe. Je vais vous donner un petit historique très rapide. Quand on est arrivé en poste, quand je suis arrivée en poste, quand on a annoncé les zones d'innovation de l'aluminium, c'est sûr que moi, je disais, ça n'en prend une chez nous. Notre région, on est reconnu spécialement pour notre ressource première qui est l'aluminium et chaque acteur, chaque principal acteur travaillait de son côté. Alors, évidemment, pendant 1 an, il y a quelqu'un qui a travaillé à mon bureau de comté pour rassembler les joueurs, pour démontrer l'importance de la zone d'innovation de l'aluminium, pour démontrer qu'on doit travailler ensemble. On est rendu beaucoup plus loin aujourd'hui. Je remercie cette personne qui est Dominique Girard, mais je remercie cette personne parce qu'aujourd'hui, on est rendu vraiment plus loin. Puis je sais qu'on va aller encore plus loin. Alors, quand on pense qu'on a ici l'UQAC, on a tous nos partenaires, on a Ville de Saguenay, on a Rio Tinto. Alors, vraiment, je sais très, très bien qu'on va continuer ce projet de zone d'innovation de l'aluminium. On fait chacun notre travail pour la reconnaissance de la zone d'innovation de l'aluminium. Moi, je suis aux affaires municipales. Hier, très heureuse, j'ai déposé le projet de loi. Et dans les appels d'offres de toutes les municipalités du Québec, les municipalités du Québec pourront exiger de l'aluminium, aussi du bois du Québec, dans les appels d'offres sans respecter la règle du plus bas soumissionnaire. Ça, c'est du jamais vu. Alors, dans chacun de nos ministères, on essaie, si je peux dire, de travailler à notre hauteur. Et moi, je pouvais le faire aux affaires municipales. Alors, le signal sera envoyé dans toutes les municipalités du Québec. Alors, évidemment, pour terminer, vous savez très bien que nous avons convoqué la compagnie Rio Tinto le 19 avril. Oui, on va parler de la zone d'innovation de l'aluminium. On va parler également d'Hélicis. On va exiger des trucs pour Hélicis. Il faut aller encore une fois plus loin. Il faut investir plus. Je suis persuadée que ça ira bien. Mais en même temps, quand on est ensemble, ça va encore mieux. Merci d'être ici. Puis ça envoie vraiment, je le dis, là, ça me touche énormément que tout le monde soit ici aujourd'hui parce que je sais très bien que mon super collègue Donald Martel voit le message qu'on envoie à tout le Québec. Puis je sais qu'on va retenir quelques zones d'innovation d'ici la fin de notre mandat, mais je suis persuadée que nous serons les finalistes. Merci. Merci à tout le monde. J'inviterai maintenant notre mairesse de Saguenay qui, elle aussi, doit être absolument heureuse de voir toute cette salle. Julie Dufour, viens me rejoindre sur la scène. De voir autant de personnes réunies ce matin autour d'un projet qui est aussi inspirant que la zone d'innovation aluminium. On ne dit plus vraiment zone d'innovation aluminium Lazial parce qu'on s'est aperçu que Longueuil, la ville de Longueuil, avait le goût de nous imiter un peu. Hein? Donc, on est rendu plus dans une zone d'innovation de l'aluminium. C'est un moment unique où notre communauté se rassemble autour d'une même vision. Le gouvernement du Québec, et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui, parle des zones d'innovation et souhaite positionner le Québec comme un leader mondial dans des domaines d'expertise. La barre est haute et peu d'élus seront appelés. La vallée de la transition énergétique à Bécancour, Technum à Bromont, qui est d'ailleurs parmi nous aujourd'hui, District à Sherbrooke, ont reçu ces désignations témoignant de la vitalité de leur économie et de leurs écosystèmes en innovation.
Comme plusieurs acteurs économiques et académiques clés de notre région, nous voulons que la zone d'innovation aluminium soit dans les prochaines à s'ajouter sur cette liste prestigieuse. Saguenay, berceau de l'aluminium, joue depuis toujours un rôle prépondérant au sein de l'écosystème de l'aluminium québécois. Nous avons développé une expertise reconnue grâce à Rio Tinto, nos centres de recherche, nos institutions d'enseignement et notre écosystème plus que dynamique d'entreprises qui rayonnent à l'international. L'obtention du statut de cette zone consolidera notre position de leader dans ce domaine. Imaginons les possibilités qui s'offrent à nous si nous travaillons encore ensemble et que cette synergie engendre des solutions technologiques révolutionnaires pour relever les défis de l'industrie de l'aluminium. C'est là toute la puissance d'une zone d'innovation. Voilà notre vision de la zone. Nous savons que lorsque nous voulons, tout devient possible. La mobilisation que nous voyons aujourd'hui démontre que non seulement c'est réalisable, mais cela apportera également de nombreux avantages, tant sur le plan économique, social qu'environnemental. La zone d'innovation en aluminium est bien plus qu'un simple projet pour l'industrie. C'est une vision pour un nouvel écosystème florissant et attrayant qui bénéficiera à toutes nos entreprises régionales et québécoises, ainsi qu'à nos institutions d'enseignement et de recherche. C'est aussi l'opportunité de développer des nouvelles start-up. Maintenant, plus de 2 années se sont écoulées depuis le début de cette aventure. Et comme le disait Mme Laforêt, toute qu'une aventure. Hein? Je tiens d'ailleurs à souligner le travail incroyable, colossal, je me permettrais, des partenaires initiateurs du projet. Université du Québec à Chicoutimi, le réseau Transal, ALU-Québec, le CTA, Ville de Saguenay, Promotion Saguenay et Rio Tinto. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de travail. Des consultations ont été réalisées, la mise en place d'une gouvernance transitoire, la contribution de personnalités remarquables, comme notre super ambassadrice, Mme Héloïse Harvey, qui nous a dit un beau oui, qui nous représente tellement bien, qui travaille tellement fort, ainsi que la nomination de notre chef de projet, M. Stéphane Tremblay. J'imagine que vous le connaissez pas mal tous. Notre vision est claire, faire du Québec un leader mondial dans la production et la transformation de l'aluminium durable. Notre mission est tout aussi ambitieuse. Devenir un catalyseur d'innovation pour la décarbonation de l'industrie de l'aluminium primaire et secondaire, tout en devenant une vitrine internationale pour la transformation de l'aluminium durable produite au Québec. Nous aspirons à créer un écosystème entrepreneurial et collaboratif, favorisant l'innovation et offrant un environnement attrayant pour l'investissement, la croissance et l'internationalisation. Par notre mobilisation, et je pense qu'aujourd'hui c'est un début d'une première rencontre, un début de montrer jusqu'à quel point on peut être mobilisé, nous construisons un avenir où la durabilité, l'innovation, la prospérité vont de pair. Je vous invite tous à vous joindre à nous dans cette formidable aventure. Cette rencontre rendra concrète l'ajout même d'une zone d'innovation. Je veux remercier la Chambre de commerce pour tous ses efforts aujourd'hui et la concertation du milieu et vous dire que mon plus grand souhait après aujourd'hui, c'est non seulement, chers entrepreneurs, de mettre un petit peu plus concret cette vision de zone d'innovation, mais de vous permettre d'en ajouter et de participer à cette grande vision d'innovation en termes d'aluminium. Sur ce, je vous souhaite un excellent panel et un excellent déjeuner. Merci. On va démystifier tout ça avec Stéphane Tremblay, directeur de projet de la zone d'innovation en aluminium, et Héloïse Harvey, PDG d'Epic Machinerie et ambassadrice de la zone d'innovation en aluminium. Moi, j'aimerais commencer par toi, Stéphane. C'est quoi les objectifs de la zone d'innovation aluminium? On a entendu un petit peu, mais concrètement, là, à quoi ça va ressembler? Écoute, Sandra, ça fait seulement 2 mois et demi que je suis en poste. Je vais te livrer ma vision, ma compréhension de ce qu'est une zone. Il faut d'abord comprendre que c'est un modèle qui a déjà fait ses preuves dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Ça a atterri au Québec par un certain... je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Pour un Québec gagnant ».
un certain politicien qui a écrit ce livre il y a quelques années et qui aujourd'hui est premier ministre, et qui, à son sens, a identifié ce modèle comme celui le plus susceptible de donner des résultats en termes de commercialisation d'innovation. Parce qu'au Québec, on est bon en recherche, mais au niveau de la commercialisation, il y a un peu de travail à faire. Alors, l'objectif d'une zone, initialement, c'est augmenter la commercialisation d'innovation. Et un des objectifs centraux de la zone d'innovation aluminium, ça va être d'innover pour réduire l'empreinte carbone de tout l'écosystème. Comment on fait ça? Il y a 2 piliers. L'élément central, c'est la collaboration. Et ça, vous allez l'entendre tout l'avant-midi. Moi, je le divise en 2 piliers principaux. Se doter d'infrastructures de collaboration et faire de la recherche et de la recherche et développement collaborative. Tout ça développé dans un milieu de vie. Parce que tout à l'heure, ça a été mentionné, on veut attirer des talents, on veut attirer des chercheurs, on veut attirer des entrepreneurs de partout sur la planète. On veut être le haut lieu où il y a une effervescence en termes de recherche et développement. Les entreprises en aluminium, les gens sont bons, mais le réflexe, ça peut être de dire on va développer nos affaires seuls. Alors, comment sortir de ce cadre en disant si le directeur de recherche de telle entreprise, avec 2, 3 entreprises se mettent ensemble, puis qu'on y ajoute des chercheurs ou des gens du collège, etc., c'est cette synergie-là qui, apparemment, est une recette qui donne plus de résultats. On aurait pensé que c'était le cas. C'est déjà le cas, effectivement. Je veux dire, il y a des joueurs ici, je vois Liliane de la SVA, M. Derry du CQRDA, il y a déjà de la collaboration. Mais ce que le gouvernement du Québec veut faire avec les zones, c'est de turbocharger, de booster cette collaboration-là. Donc, les éléments essentiels pour une zone d'innovation, tu en as parlé un peu. Donc, une industrie de calibre mondial, peut-être nous rappeler là, les établissements de recherche universitaires, collégiales. C'est pour ça que M. le recteur est là, c'est pour ça que les collèges sont là, les CTTT. Donc, ça, c'est important que tout le monde travaille ensemble. Héloïse, pour une entrepreneur comme toi, quels sont les bénéfices de s'impliquer dans un projet? Parce qu'on pourrait penser que c'est une affaire de chercheurs, mais il y a des impacts. Ouais. L'innovation, c'est à tous les niveaux. Ça ne s'arrête pas à la recherche fondamentale. Dans la salle, il y a énormément de PME qui innovent constamment, puis je pense que Stéphane l'a bien nommé, hein, c'est toute la partie commercialisation après qui s'ensuit qu'il faut absolument booster. Une fois qu'on a dit ça, tous ceux qui me connaissent, qui ont suivi un peu ma carrière, savent très bien que j'ai bâti Mecfar au départ, Epic Machinery aujourd'hui, sur la base de collaboration. Collaboration entre PME, collaboration avec des centres de technologie, collaboration avec la grande entreprise, que ce soit Rio Tinto, que ce soit Alcoa ou Alouette ailleurs au Québec. Cette collaboration-là, pour moi, c'est une façon d'accélérer l'innovation, c'est une façon de nous mettre sur la carte, c'est une façon d'exporter puis d'améliorer la balance commerciale. Alors, pourquoi une zone d'innovation si on a déjà tout ça? Si le gouvernement subventionne déjà certains de nos projets en innovation technologique? Alors, la réponse, c'est un changement de paradigme. On parle de collaboration, c'est une collaboration comme on l'a déjà vécu, mais je dis tout le temps que c'est une collaboration sur stéroïdes. Donc, on ne parle pas seulement d'un organisme qui va venir mettre en commun des projets collaboratifs. On parle aussi, puis on va y aller tout à l'heure plus en détail, d'infrastructures physiques. C'est des équipements collaboratifs. C'est de pouvoir partager entre PME, avec les centres de recherche, avec la grande entreprise, des équipements, des infrastructures physiques qui vont nous permettre d'accélérer, de réduire notre risque, de faire notre innovation plus rapidement. Seul, on n'est pas capable de se permettre ce qu'on va être capable de se permettre en groupe. Alors, je vais juste vous conter une petite histoire, puis je repasse à Stéphane. Je suis allée me promener en Europe. J'aime beaucoup visiter ma compétition. Je pense que c'est une façon de s'élever. Et la compétition est toujours ouverte à me recevoir, c'est bien. Et j'étais chez Fives, donc gros, pour les équipementiers dans la salle, gros manufacturier qui est en compétition avec probablement tout le monde qui est dans la salle, sur la scène internationale. Cette entreprise, à la taille, c'est une entreprise de multimilliards de dollars de volume,
et ils avaient les capacités d'avoir leur propre cuve pour tester leur pont roulant ECL. Ils avaient leur propre simulateur pour venir faire du pont roulant. Ils avaient des robots pour venir tester différentes façons de souder. Et il y avait aussi un centre de recherche sur leur site où ils pouvaient tester des composantes consumables et d'usure pour pouvoir après revenir vers des clients avec « Ah oui, votre garantie, je la donne. Et je vous la donne pour 100 000 anodes parce que je l'ai testé. Je sais que ça ne va pas me faire mal. » Alors moi, je me suis promenée et là, j'ai dit « Wow, ça, c'est ma compétition. » Et peu importe ce que je vais faire, je ne serai jamais capable de me rendre là assez vite, toute seule, même si je fais une fusion, même si je fais une acquisition. Comment je fais pour accélérer? Comment je fais pour devenir à cette hauteur-là de capacité à innover? Pour moi, la zone, c'était ça, la solution, Sandra. Fait que quand on parle concrètement, là, je parle égoïstement pour ma propre business, mais je pense que tous les entrepreneurs, on est tous un peu égoïstes, puis on veut tous que notre business croît. Mais ce qu'on veut, c'est la croissance, c'est augmenter la balance commerciale, c'est de créer des emplois à valeur ajoutée en région et au Québec. Alors, c'est ça, pour moi, concrètement, une zone d'innovation, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être ambassadrice. Et tu le fais très bien. C'est bonne, hein? Ah, merci. Parce qu'en se préparant, on parlait de pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est pour nous-mêmes? Est-ce que c'est pour notre entreprise? Est-ce que c'est pour la collectivité? C'est tout ça. Mais c'est tout ça, mais surtout pour notre région. Ah, vraiment. Alors, merci, Héloïse, de ton implication. C'est tellement important. Tu es une figure internationale incroyable. Stéphane, tu sais que je t'aime beaucoup, hein? C'est réciproque. On parle de décarbonation beaucoup. Et c'est un des vecteurs. L'aluminium est un vecteur de décarbonation. Cette zone-là pourrait être un vecteur de décarbonation. On n'a pas le choix aujourd'hui, là. On est là. On a tous notre part à faire. J'aimerais ça que tu nous en dises plus. Comment ça s'insère, la notion décarbonation dans la zone innovation aluminium? Bien, c'est parce que ça va être un axe central. Dans le fond, on peut tenter, décidément, je ne suis pas habitué avec ce type de... Hey, après t'avoir peigné, Ouais, parce c'est que... ça, hein? J'ai refusé du spray net à Sandra tantôt. Là. Oui, parce que cette semaine, on a fait une petite vidéo, puis j'ai mis du spray net, puis je l'ai peigné. Il s'est laissé faire. Bon, je vais rester focus. Dans le fond, c'est clairement une volonté gouvernementale de se dire, on fait de l'innovation, mais on est en transition énergétique. Et ça se trouve que l'aluminium, comparativement à d'autres secteurs d'activité, si on travaillait dans l'acier, dans le béton, il y a plein de secteurs qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. L'aluminium l'est aussi. Mais le potentiel, moi j'appelle ça les opportunités environnementales en aluminium sont énormes. Oui, il y a la décarbonation, mais il y a tous les enjeux du recyclage, le recyclage à l'infini, que Liliane parle souvent. Il y a les enjeux de traitement des résidus. Tout ça supporté par la numérisation. Mais moi, je dis quasiment aux jeunes qui voudraient faire une différence en environnement, vous voulez travailler, vous voulez faire une différence? Bien, dans l'écosystème aluminium, là, le potentiel, il est énorme. Parce qu'on peut penser, puis on l'a tous en tête, bien entendu, que d'ici quelques années, les technologies à production d'aluminium à faible émission seront déployées. Et moi, c'est un de mes souhaits qu'on se prépare comme région, comme zone, lorsque la boîte noire ouvre et que nos équipementiers puissent contribuer à construire ces équipements qui constitueront les alumineries de demain. On parle de infrastructure collaborative. Oui. Hein? C'est pas juste une vision, mais il y a des choses qui peuvent être construites. Tu en as parlé tout à l'heure. Quelles sont-elles, ces infrastructures exactement? Bien, dans le fond, comme je l'ai dit, là, les piliers de la zone, oui, de faire de la recherche collaborative, mais les infrastructures collaboratives sont essentielles. Quand je suis arrivé, il y a eu du travail, il y avait déjà beaucoup de travail de fait. Je vais les résumer, puis après ça, je passe la parole à Héloïse, parce que le centre de coulée, c'est elle le plus dans les tripes. Bien, quoi que ça s'en vient, là, mais je veux... Donc, un centre de coulée collaboratif, ça, c'est la première infrastructure collective qui a été identifiée. Là, on est en réflexion entre
promotion et UQAC pour se doter d'un centre de collaboratif où il y aura de la recherche, lieu de rencontre et tout ça, c'est en discussion. Il y a un incubateur industriel pour des start-up ou des procédés à Jonquière et tout au long de la vie de la zone, il s'en accumulera. Mais pour l'instant, la rockstar, c'est le centre de Coulée. Après Héloïse. On a parlé de projets collaboratifs. Donc, oui, il peut y avoir, puis je veux juste m'assurer que tout le monde comprenne. Oui, il peut y avoir des projets collaboratifs. Oui, il pourrait y avoir des projets individuels à l'intérieur de la zone, juste pour être certain. Mais les projets collaboratifs, c'est à la base de ce qu'on est en train de développer. Stéphane l'a bien nommé, celui qui est le plus excitant, parce que physiquement, on parle d'une bâtisse, puis on parle d'équipement, donc d'où le mot excitant. C'est vraiment notre centre de coulée collaboratif. Donc, on peut imaginer qu'on amène du métal pur, qu'on vient fondre dans un four, qu'on continue avec de la filtration, de la purification de notre métal. On peut venir faire des alliages en ajoutant en début de procédé. Là, j'essaie de ne pas trop aller dans le technique, là, fait que si je me perds, faites-moi signe. Et on continue, on vient faire de la billette, on vient faire de la plaque, et on va continuer vers un laminage à froid et à chaud. Donc là, je vous ai résumé de façon très, très largement qu'est-ce qu'on veut faire. On veut faire un centre de coulée qui va être petit, qui fait des petits volumes. Pourquoi? Dans un premier temps, permettre aux alumineries primaires et secondaires de venir tester des nouveaux alliages, par exemple, dans un centre de coulée qui est hors ligne, hors opération. Donc, on permet l'utilisation de notre centre de coulée pour venir tester. On va venir tester peut-être des alliages, on va venir tester à mi-chemin, à la fin, avec des billettes, avec des lingots, avec de la plaque, une fois qu'on a laminé. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, tous les équipementiers vont avoir fourni de l'équipement, vont aussi amener des innovations dans ce centre de coulée collaboratif-là. Dans notre centre de coulée collaboratif, on peut prendre cette chance-là de tester des nouvelles technologies qui pourraient impacter nos opérations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on prend une technologie, on la teste pour les équipementiers, pour nos partenaires de l'industrie primaire secondaire, on teste nos technologies offline, et donc, on accélère notre innovation. Parce que sinon, on fait des mini-tests à droite, à gauche, et jamais on a le test en opération réelle. Donc là, on vient tester des nouvelles technologies à tous les niveaux. Des équipementiers au Québec qui sont capables de fournir de l'équipement dans un centre de coulée, on couvre la totalité de l'œuvre. On n'a seulement pas la partie laminage. Mais donc, on peut avoir tous les équipementiers du Québec qui viennent participer à leur niveau dans notre centre de coulée collaboratif, qui y apportent de l'équipement et qui y apportent leurs nouvelles innovations, leurs nouvelles technologies. Donc, on vient vraiment créer ça. On vient aussi créer un centre de formation. On vient jouer dans le métal liquide. Personne qui va avoir la chance de toucher à du... Oh non, il ne touche pas. Toucher à du métal liquide, si ce n'est pas rendu une fois en aluminerie ou dans une transformation. Là, on vient donner ce beau laboratoire-là à des jeunes ou moins jeunes en formation ou en nouvelle carrière. Donc, on vient aussi créer cet engouement-là autour de créer de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on vient faire des alliages stratégiques. On vient aider nos équipementiers à accélérer le développement de leur technologie. On vient supporter la formation et en bout de ligne, on vient aussi, avec la transformation secondaire, supporter des compagnies qui se spécialisent. On a Stobia qui est ici aujourd'hui, qui va venir parler tout à l'heure. On crée de la feuille en petite quantité ou dans des alliages extrêmement particuliers pour répondre à des besoins hyper spécifiques que ces entreprises-là ne sont pas capables de s'approvisionner en ce moment, soit parce qu'ils n'ont pas assez de volume ou leurs alliages sont trop spéciaux. Donc, on vient aussi booster ce potentiel-là de l'industrie secondaire qu'on parle depuis tellement d'années au Québec, comment aller chercher plus de secondaire. Donc, est-ce que tout le monde est vendu? Qui veut acheter un centre de coulée collaboratif? Mais Héloïse, c'est pour l'industrie de l'aluminium. C'est bon pour les PME dans l'industrie de l'aluminium, mais est-ce que c'est bon pour, en dehors de la boîte, l'écosystème en général, PME? Dans la salle, tous les gens qui sont ici, à quelque part, on a travaillé de proche ou de loin. Là, je parle d'Epic Machinerie. Donc,
les gens n'ont pas besoin d'être 100% dans l'aluminium pour bénéficier de l'impact d'une zone aluminium. Les technologies qu'on développe, je pense que tu l'as dit, Stéphane, tout à l'heure, c'est transférable. Quand on parle de digitalisation, d'automatisation, de se bâtir des plateformes numériques, des technologies on fait du onboarding dans nos équipements, c'est transférable vers d'autres industries aussi. Donc, il ne faut pas s'arrêter à dire c'est juste aluminium. Et le succès attire le succès. La crédibilité de notre région, on attire des ressources extrêmement compétentes en région. Tout le monde peut en profiter. Donc, pour moi, ça ne s'arrête pas à l'aluminium. C'est un écosystème, c'est un milieu de vie, c'est des infrastructures, c'est une communauté d'affaires plus forte sur stéroïdes qui innove. Alors, non, ça ne s'arrête pas à la lutte. Le modèle de la zone, puis là, nous, notre job à la zone, ça va être d'être un entremetteur, puis de trouver, puis Normand Bourbonnais tout à l'heure pourra en parler pour sa zone, mais être un entremetteur, créer les conditions de commercialisation, de protection intellectuelle, si tu as plusieurs joueurs qui travaillent ensemble, puis la recette du faire ensemble, moi, je pense qu'elle va être reproductive dans tous les autres secteurs d'activité. Alors là, on a l'opportunité de le développer par le biais de l'aluminium, mais à mon sens, ça peut percoler dans d'autres secteurs. Puis dans les autres avantages, je dirais qu'il y a aussi la fierté puis le rayonnement que ça donne. Quand Priscilla de Promotion Saguenay se promène à l'international, puis que, en tout cas, si on fait partie des 7 à 8 zones, je pense que ça démontre que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie Québec en entier. Du club select. Hein? Et le Québec en entier. Oui, bien entendu. Oui, c'est ça. Je suis toujours régionaliste. Mais c'est ça, c'est que la logique, hein, quand M. Fitzgibbon, il y a 2 semaines sur cette scène, je termine avec ça, disait, quand on se promène à l'international, qu'on fait la promotion du Québec Inc., on ne peut pas dire qu'on est bon dans tout. Alors, il faut cibler quelques secteurs, puis ça se trouve que nous, on en a un. On est bon en alu. Je t'avance mon temps, là, j'ai encore 1 minute 40. 1h40, en fait, 1h40. C'est parce qu'une minute 40, c'est 1h40 pour toi. C'est parce que j'ai été identifié comme une menace au temps aujourd'hui. Alors. Non, juste en terminant, là, la dernière minute, les prochaines étapes. Je regarde ma ministre. Non. non. Concrètement, là, on finalise tout le plan d'affaires pour le centre de coulée, la confirmation du financement privé, parce que ça, c'est fondamental. Hein? Il faut avoir un signal clair à cet égard. Moi, en tout cas, on est en train de faire le dernier document final qui donne les orientations puis notre vision. Alors, ça va très bien. Alors, bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup Merci nous avoir éclairés. Merci. Nous sommes maintenant donc à notre deuxième panel qui s'appelle « L'impact économique, social et environnemental de la zone d'innovation ». Et je vous présente notre animatrice de ce panel, Sophie Villeneuve, vice-présidente stratégie chez Catapulte Communication. Sophie, je te laisse la place et j'en profite pour inviter nos panélistes à monter sur scène. Josette Ross, directrice générale du Centre de recherche et développement Arvida Rio Tinto. François Racine, président-directeur général ALU Québec. Priscilla Némé, directrice générale de Promotion Saguenay, et Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, bon panel, messieurs, dames. On s'entend pour dire qu'on en a appris davantage au cours du dernier panel. Là, on a le privilège d'avoir avec nous sur la scène 4 des acteurs les plus incontournables entourant la mise en œuvre de cette zone-là d'innovation. Des gens qui vont être incontournables dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de ce projet-là qui va faire la différence économiquement dans l'avenir chez nous. Parce qu'on y croit, on prend un peu pour acquis que tout ça, ça va arriver. Et on travaille fort pour le faire. Monsieur le recteur, une université, dans l'élaboration d'un projet comme celui-là, quel rôle ça vient jouer? Bien, d'abord, merci de l'invitation. L'Université du Québec à Chicoutimi est fière de s'associer au projet de zone d'innovation depuis le début. Ça fait au moins 1 an et demi que nous sommes impliqués. M. Fitzgibbon le dit à plusieurs reprises, pour qu'il y ait une zone d'innovation, ça prend une université ou des universités. Et je vois mes collègues des cégeps, CCTT qui sont ici, Sylvain Gaudreau, André Gobeil. Quand on parle d'université, c'est aussi la collaboration avec les cégeps
pour ce transfert d'expertise. L'université, très souvent, va faire de la recherche fondamentale, fait aussi de la recherche appliquée, et c'est là que les cégeps vont embarquer pour venir supporter. Ce qu'on ambitionne, c'est peut-être pas le projet Rockstar, je reprends l'expression de mes collègues précédents, mais on ambitionne d'avoir sur notre campus un pavillon très ouvert où les chercheurs, les étudiants vont pouvoir collaborer avec, bien sûr, des entreprises pour mettre à la disposition des entreprises des équipements de fine pointe. Donc, c'est ça qu'une université peut ajouter, peut mettre en œuvre pour faire profiter les équipementiers, les entreprises en termes de collaboration pour une zone d'innovation. Et quand on parle d'attrait, chez les chercheurs à l'Université du Québec à Chicoutimi, auprès de la clientèle étudiante, est-ce qu'il y a de l'engouement pour des projets de recherche de cette nature-là pour venir, en fait, capitaliser sur cette industrie mature qu'on a dans la région, qui est celle de l'aluminium, pour l'amener plus loin? Non seulement il y a de l'engouement, mais il y a de l'expertise. J'ai vu M. Marceau ici, c'est le directeur du Cural. Je ne vais pas énumérer tous les acronymes que je vais utiliser. Donc, c'est notre centre de recherche à l'UQAC. 25 ans d'expérience, j'oserais dire minimum. 25 professeurs, chercheurs, 40 étudiants gradués, maîtrise, doctorat, des chercheurs postdoctoraux, un rayonnement régional, national, international. Et ce centre de recherche-là, le Cural, s'inscrit dans un partenariat qu'on appelle le RÉGAL, qui lui ajoute 6 ou 7 autres universités, dont Polytechnique, dont Concordia, dont l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment un écosystème qui favorise le développement, le talent, l'innovation, comme on en a parlé depuis ce matin. Et rapidement, au niveau des innovations environnementales, parce que c'est une préoccupation qui est grandissante, comment on peut jouer un rôle à ce niveau-là en poussant la recherche plus loin, puis en faisant en sorte que les acteurs travaillent ensemble, que l'industrie travaille autant avec les villes, avec les ministères, avec les organismes et avec le milieu éducatif, les centres collégiales et les universités. Comment on fait en sorte de pouvoir amener une industrie plus loin au niveau du respect de l'environnement? Bien, d'abord, on a des chercheurs dans le domaine de l'environnement, notamment sur la bauxite. On travaille déjà avec Rio Tinto. On a un centre de recherche qui s'appelle le CRTVB. Ça, c'est un élément. On a aussi des chercheurs qui s'intéressent à l'économie circulaire. Je pense entre autres à la professeure Myriam Hertz, qui questionne, qui regarde. L'UQAC s'est doté d'une politique de développement durable, donc clairement, dans nos actions, dans nos gestes, dans nos recherches, dans notre formation, on a une chaire en éco-conseil, on se démarque vraiment au plan environnemental et on est ouvert à la collaboration, bien sûr, avec d'autres partenaires. Merci, M. Sanson. Madame Ross, je me tourne vers vous. On ne peut pas nier, évidemment, l'importance de Rio Tinto dans le secteur de l'aluminium et dans le développement économique de la région en général. Comment une entreprise comme Rio Tinto voit arriver une zone d'innovation comme celle-là? Comment on appréhende de justement vouloir venir partager? On a parlé tantôt d'un secteur qui est quand même conservateur. Alors, comment on l'aborde, ce volet innovation-là? Bon, première excellente question. Rio Tinto, sa position, la réponse très, très rapide, c'est évidemment, on est supportant. Mais ça serait plate si je disais juste ça, donc je vais poursuivre un petit peu plus. Pourquoi Rio Tinto aurait besoin d'une zone d'innovation alors qu'on investit déjà dans un centre de recherche depuis 1946? Bien, la réponse, elle est quand même assez simple, c'est qu'on croit vraiment dans la synergie. Ça a été mentionné quand même assez souvent depuis le matin. Et des exemples, on en a des exemples. Au fil des ans, au fil des décennies, on a plein d'îlots dans notre histoire où on a créé quelque chose ensemble, en collaborant, c'est le mot magique aujourd'hui, la collaboration, en collaborant, en faisant croître des entreprises, en faisant croître des universités. On a un partenariat, monsieur le recteur le mentionnait tout à l'heure, de plus de 25 ans, nos partenariats, avec comme débouché des employés extrêmement employables pour l'industrie, pour les équipementiers, pour les universités également. Donc, inévitablement, on ne peut qu'être pour une zone d'innovation et croire dans ça, parce qu'on sait que ça fonctionne. Donc, imaginez si on met tout ça ensemble, on le cimente davantage avec une zone désignée, bien, le rayonnement
Et il est international, donc c'est vraiment merveilleux. Oui, on l'a vu dans certains secteurs de l'économie où des hubs se sont mis en place à travers le monde pour venir surspécialiser un secteur d'activité. Mais vous parlez de la collaboration avec des PME, vous parlez de la collaboration qui peut être mise en place. Avez-vous des exemples en tête de projets qui se sont réalisés et qui ont permis de faire plus grâce à cette collaboration-là? Bien, si je recule très, très loin dans le temps, on a travaillé avec des entreprises comme Stas à développer des équipements. Nous, on ne commercialise pas. Hein? Et puis le centre de recherche ne désire pas faire de la commercialisation. On a besoin de nos équipementiers. On a besoin de la recherche fondamentale en amont. Donc, des exemples, on en a. Quand on recule dans l'histoire, on en a des plus récents. Donc, on a travaillé sur la valorisation des résidus. Intercité, d'ailleurs, avec ses tests de valo des résidus de bauxite dans l'asphalte, a même gagné un prix. Chose qu'on a fait, d'ailleurs, en grande collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, des exemples, on en a et ça fonctionne. Et on en veut plus. Et on en veut plus. Et plus on va travailler ensemble à se cimenter et plus on va rapprocher, j'ai entendu le mot cerveau un peu plus tôt aujourd'hui, rapprocher tous ces cerveaux, rapprocher tous ces acteurs, tous ces intervenants ensemble dans des buts communs pour faire de l'aluminium un aluminium responsable, bien, c'est bingo. Alors, mettre ensemble les cerveaux, le savoir, les avancées, c'est ça l'innovation. Merci beaucoup, Mme Ross. Monsieur Racine, quand on parle d'une perspective plus large puis qu'on vient le prendre à travers le Québec, on comprend que l'émergence d'une zone d'innovation, ça devient en fait un atout national qui a des retombées locales. Comment, dans un secteur ancré comme l'aluminium, on le disait, c'est pas un secteur d'innovation. Tu sais, on regarde les autres zones qui ont été mises en place à venir jusqu'à présent. On est dans des secteurs plus nouveaux. L'aluminium est bien ancré dans la région depuis longtemps, mais au Québec aussi. Comment une zone peut amener plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grâce à une zone? Bien, premièrement, avant de répondre, je veux saluer la participation et la mobilisation de la région. C'est vraiment impressionnant. Puis ça envoie un signal fort qu'on veut une zone d'innovation. J'étais à la conférence de la mairesse Fournier à Longueuil et je pense qu'on est à peu près au même niveau. Donc, clairement, il y a un message fort. Je veux saluer le travail des initiateurs du projet. Puis je vois Pauline ici qui a travaillé d'arrache-pied avec Emmanuel. Puis sans ce travail-là, pour lancer l'idée, on ne serait pas où on en est. L'aluminium, industrie mature, oui, mais qui est en constante évolution. Et on le sait, la compétition internationale, elle est féroce, elle est très active. Et si on veut garder notre position de leadership, bien, on ne peut pas rester les bras croisés. De 2018 à 2021, AluQuébec a piloté un projet qui était l'aluminerie de l'avenir, qui avait pour but de voir comment on peut pérenniser notre leadership et s'assurer qu'on demeure un des acteurs les plus influents dans le domaine de l'aluminium. Et clairement, un des axes de succès qui a été identifié, c'était l'intensification de la collaboration entre les différents acteurs. Un, pour générer de retombées locales encore plus importantes, donc en travaillant localement ensemble. Et clairement, une zone d'innovation devient un outil, un effet de levier vraiment important, puis Héloïse l'a évoqué. Juste le fait de pouvoir tester plus rapidement, à petite échelle, des innovations, bien, ça va permettre d'accélérer ce développement-là. Ça va intensifier la collaboration, encore une fois, un mot dont on a souvent parlé. Et donc, le contexte mondial fait qu'on n'a pas le choix de se doter d'outils de développement encore plus performants, puis clairement, la zone va répondre à ce besoin-là. Puis, quand on parle il y a quand même beaucoup d'organisations qui œuvrent dans le développement de l'aluminium. Il y a plusieurs associations sectorielles et tout. Comment, en fait, ce qu'on comprend là-dedans, c'est qu'on ne vient pas rien diviser. Au contraire, on multiplie puis on met ensemble les forces, puis la somme de tout ça va donner encore quelque chose de plus important, si on comprend bien. Bien, c'est l'objectif. Je veux dire, en fait, on ne veut pas reproduire ce qui existe déjà, que ce soit en infrastructure ou en organisation, parce qu'on n'avancera pas. On va simplement répéter ce qui existe déjà. Clairement, il y a une excellente collaboration entre les différents acteurs. Comme Grappe industrielle, on a un peu le rôle de fédérer, mais on travaille en complémentarité. Chaque organisation a un peu ses, je dirais, sa couleur et sa raison d'être. Puis encore une fois, bien, c'est d'être en complémentarité. Puis l'important, bien, c'est d'avoir un carrefour de communication et je dirais, de collaboration. Puis la zone va servir de catalyseur à cette fin-là. Donc, je pense que l'ensemble des organismes sont importants. Puis il ne faut surtout pas cannibaliser ce qui existe, mais au contraire, se doter d'outils additionnels pour être encore plus performant.
Oui, je pense qu'on retient de ça qu'en travaillant ensemble, puis en avançant ensemble, on va aller encore beaucoup plus loin au niveau de cette recherche-là et de la mise en commun des actifs. Absolument. Excellent. Priscilla Lemay. Bonjour. Bonjour. Le rôle d'un organisme de développement économique dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle-là qu'est la zone d'innovation, comment Promotion Saguenay, comment la Ville vient intervenir puis faire en sorte de pouvoir dynamiser encore davantage en allant dans un secteur qui est mature comme celui de l'aluminium? Bien, en fait, j'aime bien l'analogie qui a été faite récemment là, dans le Journal des Affaires par le directeur, le sous-ministre adjoint et directeur général des zones d'innovation, qui faisait l'image d'une zone d'innovation qui disait, bien, imaginez dans un même lieu physique où on aurait le PDG de Google, le PDG de Microsoft et le PDG de Facebook qui vont dîner tous les midis à la cafétéria, puis qui échangent sur leurs enjeux sectoriels. Et qu'à côté, il y a des chercheurs de l'Université Stanford qui sont là et qui se joignent à la conversation et qui naît de ça des synergies innovantes. Mais en fait, cette image-là, qui est liée au numérique, moi, elle me parle beaucoup parce qu'elle reflète bien ce qu'est une zone d'innovation, ce qu'est une collaboration entre le milieu universitaire et les entreprises. Et c'est ça, c'est un écosystème, une zone d'innovation. Mais c'est un écosystème entre les entreprises et le secteur de la connaissance, mais c'est un écosystème à laquelle se joignent des organismes de développement économique. On est plusieurs organismes qui ont un rôle à jouer dans la filière et qui se joignent à eux pour justement accélérer cette commercialisation-là, accélérer les innovations, soutenir les entreprises à faire passer l'idée jusqu'au marché. Donc, pour nous, le rôle, en fait, comme développeur économique, comme société de développement économique, c'est de pouvoir utiliser cette force-là qui impacte le rayonnement, qui impacte l'attraction de nos talents, l'attraction de la région du Québec en entier, qui impacte aussi la prospection d'investissement. Donc, pour nous, c'est une clé incroyable pour pouvoir faire rayonner, développer notre région. Puis à travers tout ça, il y a comme une notion de milieu de vie aussi, tu sais. En tant que région, on le dit depuis longtemps, puis on est du bon côté à ce niveau-là. En termes d'attractivité, ce qu'on veut, c'est aller chercher des investissements, aller chercher des cerveaux. On en a parlé tantôt, aller chercher des gens qui ont envie de s'impliquer puis de venir travailler là-dedans. Mais parle-nous un peu de cette notion-là de milieu de vie. Qu'est-ce qu'on veut venir créer à travers tout ça? C'est une dynamique. En fait, un milieu de vie, c'est une dynamique, puis c'est une dynamique qui dépasse les frontières de la relation entre la connaissance et l'entreprise, mais c'est tout le milieu périphérique. Attirer des talents, ça prend des milieux riches, ça prend des milieux dynamiques, ça prend une ville, une région que les gens ont le goût de venir s'implanter, que les meilleurs talents à travers le monde se disent « le Silicon Valley de l'aluminium, c'est à Saguenay, puis moi, j'ai le goût de contribuer à ça, j'ai le goût de m'implanter. » Donc, c'est des centres-villes forts, c'est de l'habitation, c'est un milieu de vie, c'est une cohésion. Donc, on veut créer cette dynamique-là, on a la capacité de le faire. Donc, je pense que ça a un impact, définitivement, ça a un impact sur l'avenir d'une ville, d'une région. J'ai envie de vous entendre tous aussi, en terminant, sur ce volet-là, établissement d'un milieu de vie. J'ai envie de voir, selon vous, comment un hub comme celui-ci, comme celui qu'on vient créer, peut changer un peu puis amener en termes de fierté quelque chose de riche qui se développe. On le sait, on est des gens fiers, mais d'amener cette fierté-là encore plus loin, comment... Monsieur Sanson, allez-y. J'appuie. Allez-y, appuyez. Il fallait absolument que je branche les mots décarbonation, aluminium, à valeur ajoutée, automatisation, numérisation, robotisation. On attire des talents. Non, blague à part, pour moi, le milieu de vie est au moins à 3 niveaux. D'abord, sur notre campus, l'UQAC, projet de garderie 100 places avec le cégep de Chicoutimi, première pelletée de terre dans les prochains jours. Complexe aquatique, potentiel, Pafir Spa. Encore une fois, on sollicite et on se retourne vers nos représentants. C'est un projet pour l'UQAC, sa communauté, mais bien sûr pour la ville. Donc, il y a un milieu de vie au niveau du campus. On a un projet de résidence autochtone également. Le deuxième niveau, je le vois du côté de la ville. Donc, l'UQAC rayonne dans la ville. On a parlé potentiellement de délocaliser certains de nos espaces pour de la recherche du côté du numérique, de la formation. Donc, ça
ça va au-delà du territoire qui est délimité par notre campus. Et au plan régional, on parlait tantôt de collaboration avec les cégeps, notamment le cégep de Jonquière et le Centre Terre. Donc, je le vois vraiment au plan régional, ce milieu de vie-là. Puis, ça a été très bien expliqué par ma collègue Priscilla. Merci, M. Racine. Pour vous, ce milieu de vie-là, puis cette possibilité-là au niveau du développement durable, les volets sociaux, le volet social, le volet environnemental, dans toute la notion de milieu de vie, c'est quoi votre vision à ce niveau-là? Je le vois pour l'ensemble du Québec en termes de vecteurs de création de richesse. Donc oui, la région va être le premier bénéficiaire, mais c'est clair que par les collaborations, je dirais, interrégionales, on voit vraiment là, des retombées pour l'ensemble de la province, encore une fois avec une vision de développement responsable. Oui, on le voit, puis il y a des séries d'exemples comme ça. Puis on voit, Mme Ross, que Rio Tinto, en tant que grande entreprise, va venir jouer ce rôle-là en parrainant des projets puis en travaillant. Mais au niveau de l'établissement du milieu de vie, au-delà de ce qui se fait déjà actuellement, de tout le travail qui est réalisé sur le territoire, comment vous voyez l'établissement puis d'amener à un autre niveau ce milieu de vie-là? Milieu de vie, puis là, je vais prendre la tournure du développement durable parce que, bien, primo, l'aluminium, c'est un métal qui participe à la transition énergétique. Plus de métal, moins de poids dans les véhicules, si on regarde juste l'aspect du transport. Donc, inévitablement, on va contribuer quand même à la décarbonation de la planète et réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a besoin d'aluminium et d'aluminium à haute valeur en plus, qui nous permet de réduire le poids des véhicules. Ça, c'est la première chose. Donc, on contribue à réduire les gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier axe. Hein? C'est un des premiers axes du développement durable, donc l'environnement. Et d'un côté régional, le fait d'avoir une zone désignée, et là, je vais reprendre encore mon exemple de cimenter tout ça, bien, on met ensemble tout ça pour produire un développement socio-économique. Parce que c'est ce qu'on va obtenir. On sait que c'est ce qu'on obtient, mais on va l'obtenir de façon... J'entendais tout à l'heure, c'est Mme Héloïse qui parlait de stéroïder un peu cet aspect-là, donc de booster. Et ça, c'est du développement durable. C'est ça, le développement durable. L'environnement, l'économique et le social. Donc, tout ça en équilibre va nous permettre de grandir comme région, grandir comme équipementier, grandir comme aluminerie aussi. Donc, c'est assurément bénéfique pour nous. Donc, les clés du succès, la collaboration et la mise en œuvre de ces axes-là, tant au niveau social, au niveau économique qu'au niveau environnemental, vont être vecteurs de changement et de succès, puis venir créer un milieu de vie encore plus dynamique. C'est ce que je retiens. Absolument. Bien, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'être venu nourrir notre belle salle. Merci. J'inviterai nos prochains panélistes. Normand Bourbonnais, directeur de la zone d'innovation en technologie numérique de Bromont, parce que, vous l'avez entendu, il y a d'autres zones qui sont en opération. On va aller voir quel est l'impact sur le milieu. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volet zone d'innovation. Et William Allard, président de l'entreprise Sobia, qui va nous parler, lui, de qu'est-ce que ça va permettre comme développement pour son entreprise. Alors, messieurs, je vous invite à venir me rejoindre. Alors, Stéphane en a glissé un petit mot tout à l'heure, mais j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus loin. Pourquoi le gouvernement du Québec développe des zones d'innovation? On commence pour de vrai, alors? Oui? OK. Oui. Mais après ça, vous pensez qu'on genre. Après ça, on finit, c'est ça? Oh, ben, il y a de bonheur pour prendre une bière. Oui, OK. mais juste dans un premier temps, permettez-moi quand même de saluer la mairesse, le député fédéral. Vous savez, la dernière fois que je suis venu à Jonquière, puis j'ai vu autant de monde, c'est en 1984. Je jouais pour les Cascades de Shawinigan contre les Voyageurs de Jonquière. On avait perdu parce que le lanceur qui lançait contre moi était beaucoup meilleur. C'est un monsieur Dégagné. S'il est ici, je le salue, mais ça me fait très plaisir. Pas longtemps encore. Je veux saluer aussi André Laforêt. Avant d'être député, ça fait 12 ans que je suis député, j'ai été 22 ans dans le milieu municipal. André Laforêt, c'est la meilleure ministre des Affaires municipales que j'ai connue. Je le pense sincèrement. Yannick Gagnon, je voulais dire que c'était le meilleur député de Jonquière, mais
en arrivant, j'ai vu Là, Sylvain est là. Sylvain Gaudreau est ici. Sylvain Gaudreau, il était vraiment bon. Mais Sylvain, tu peux être très, très fier de ton successeur, Yannick. Il est vraiment là pour les bonnes raisons, puis c'est une méchante bonne personne. Fait que ça, Vous comprenez pourquoi je commençais par vous? Oui, puis aussi, je ne peux pas m'empêcher de saluer Ghislain Sanson. On vient quand même presque du même patelin. Ghislain, je suis sûr que c'est le seul recteur au Québec qui est natif de Charette. Mais je peux vous dire que Ghislain Sanson à Chanchon, vous savez, il faut toujours que je fasse un petit quelque chose, moi, pour rendre humain la patente. Hein? Monsieur Sanson a recréé le lien entre l'université et les PME, notamment notre chambre de commerce, et c'est bénéfique pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci, Monsieur Ghislain. Mais si vous me permettez, je me souviens pas exactement de la question que vous m'avez posée, mais... non! Pourquoi regarde, vous pouvez la lire. Je peux quand même faire un Vous petit savez peu que de je millage. partage tout avec vous, même ma tablette. L'idée des zones d'innovation, c'était vraiment... Tu sais, M. Legault, il disait souvent, au Québec, on marche d'un point de vue économique, puis nos voisins, ils courent. Fait qu'à un moment donné, il faut trouver des façons d'arrêter de creuser cet écart-là au niveau économique avec nos voisins. Il a étudié beaucoup de modèles. Il a étudié, entre autres, le modèle des zones d'innovation. C'est le mandat qu'il m'a confié et on a réfléchi, on a rencontré des gens, on a fait des tournées du Québec. Puis essentiellement, le message que je passais, c'était c'est pas le gouvernement qui allons faire les zones d'innovation. Je ne veux pas cacher les gens. C'est pour ça que je pense aux gens qui sont là et qui ne peuvent pas admirer les gens qui sont sur C'est scène. pas le gouvernement qui va faire les zones d'innovation, c'est vraiment les milieux à partir d'une idée précise. Et pour moi, il y avait 3 fondamentaux. La première, la plus importante, c'est l'université. Année après année, il y a eu des collaborations entre les universités et l'entreprise privée, mais on est très, très bon au Québec pour faire de la recherche fondamentale. Faire de la recherche appliquée, on tirait un petit peu plus derrière. Donc, on voulait que les universités jouent un rôle fondamental. Et en plus de ça, c'est qu'au Québec, on a, au fil des années, créé des CCTT. Jonquière, il y en a 2, des excellents, puis on s'est aperçu que ça pouvait être vraiment des bons partenaires. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient, ça prend des grands donneurs d'ordre. Ça prend des entreprises qui ont les moyens, qui ont des objectifs de croissance à long terme, mais qui sont aussi des donneurs d'ordre pour d'autres PME dans la région. Évidemment, ici, vous avez Rio Tinto qui devient un joueur fondamental. Troisième élément, puis ça, c'est un peu plus ma contribution, je dirais, probablement d'où ce que je viens du milieu municipal. Quand on fait une zone d'innovation, puis je vais aller un petit peu plus précis tantôt par rapport à votre projet de zone, mais l'objectif, c'est de se distinguer à l'échelle mondiale. On veut, en collaboration avec les universités, CTTT, puis on ne veut pas que l'université Chicoutimi travaille tout seul, on veut qu'il collabore avec d'autres universités. Donc, il faut emmener des cerveaux, j'ai entendu l'expression tantôt, de partout dans le monde. Il faut qu'on se distingue. Mais pour ça, oui, il faut qu'on ait un projet intéressant, ambitieux, mais il faut les accueillir aussi. Il faut qu'on ait un beau milieu de vie. Donc, à cet égard-là, les municipalités sont interpellées. Fait qu'un coup qu'on... Là, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Oui, mais je ne pensais pas que ça allait être vous qu'il fallait que je contrôle le temps. Mais je pense que mais vous avez les ingrédients, puis je vais arrêter là. Okay? J'ai d'autres questions pour vous plus tard. Monsieur Bourbonnais, Normand, vous avez créé votre zone d'innovation dans un écosystème qui existait déjà, qui était déjà en place chez vous. J'aimerais ça que vous nous parliez des impacts. Qu'est-ce que cela a apporté à votre milieu? Qu'est-ce que ça donne, en fait, concrètement, une zone d'innovation? Vous le vivez, vous, concrètement, chez vous? Oui, puis Stéphane, je suis le 2e gars à contrôler.
Churchill avait déjà dit, je pense, si j'ai 5 minutes, ça me prend 5 heures de préparation. Si j'ai pas de préparation à faire, ça me prend 5 heures. Ça me prendrait 5 heures pour vous parler. Bien, en partant, qu'est-ce que ça a apporté d'une zone d'innovation à Bromont? C'est assez impressionnant parce qu'une zone d'innovation, on a tous l'impression là, que, wow, on va avoir de l'argent. C'est pas ça que ça donne d'abord et avant tout. D'abord et avant tout, ce que ça donne, c'est une reconnaissance d'un impact économique. Et pour notre région, à Bromont, puis j'ai aussi entendu dire qu'il y avait une qualité de vie formidable aussi à Saguenay. Je vous fais l'annonce immédiatement qu'on va se battre pour la même ressource parce que Bromont est un environnement formidable aussi en passant. Alors, ce que ça donne, impact économique, développement d'une stratégie. C'est sûr que les meneurs d'ordre ont toujours leur stratégie. On connaît les multinationales, ils savent où ils s'en vont. La PME, on est toujours un petit peu poigné sur il faut que je livre demain matin parce que si je ne livre pas demain matin, je vais avoir de la misère à payer mes employés, etc. Alors, la zone, c'est 2 grosses oreilles, je vous dirais. Moi, c'est le même, je le vois. Plus comme un chef d'orchestre en même temps, mais on écoute beaucoup, puis on s'assure qu'on va demeurer pertinent pour l'écosystème. Et ça, c'est la force d'une zone, c'est ces oreilles-là, c'est ce que ça nous permet de faire. Je vous dirais que, oui, la collaboration, il y en a, puis c'est surprenant jusqu'à quel point, à un moment donné, quand tout le monde commence à avoir le déclic, on commence à travailler ensemble. Et oui, le fameux proverbe africain qui dit « tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin », tout à fait vrai. Complémentarité, nous autres, on a regardé notre zone, il y avait plein de trous. Puis c'est sûr que, comme zone, on veut s'assurer que l'impact va être plus important. Je prends l'exemple de la COVID. Vous vous souvenez tous, à un moment donné, que M. Trump avait dit à 3M Corporation, vous n'expédierez plus de masques N95 au Canada. Est-ce que vous savez pourquoi, une semaine plus tard, on avait des masques N95 au Canada? Bien, on fabriquait le matériel. Fait que le Canada l'envoyait, puis on revenait avec nos masques N95. La même stratégie, comment on peut s'assurer de faire partie de cet écosystème-là puis d'avoir un levier? Parce que l'électronique, c'est notre zone d'innovation. Bien, l'électronique, c'est omniprésent et il n'y a pas une économie qui se respecte, qu'il n'y a pas de la technologie. Quand vous parlez de technologie, vous parlez automatiquement d'électronique. Et je vous garantis qu'on va travailler ensemble parce que vous avez parlé de capteurs, vous avez parlé de contrôle. Tout ça, bien, ça tourne autour de ce qu'on a. Ça fait quoi? Ça fait que le MES, le ministère de l'Éducation supérieure, nous écoute quand on leur dit on a besoin de former beaucoup plus de monde dans ces segments-là. On est capable de faire agrandir des cégeps. Le MRIF, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, travaille avec nous autres, puis on s'assure de bien faire rayonner à l'extérieur ce qu'on a au Québec. IQI, Investissement Québec international. À Bromont, on avait 2 démarcheurs qui démarchaient initialement pour ce qu'on appelait notre écosystème performant. Maintenant, on a quoi? Une centaine de personnes maintenant qui travaillent avec nous pour aller chercher de la main-d'œuvre et pour aller chercher des compagnies à l'extérieur. Donc, tout ça fait que globalement, bien, on est passé d'une petite. On avait 3 compagnies initialement dans notre zone d'innovation. On est rendu à 477, puis il y en a plusieurs à l'international, puis il y a plusieurs très grandes entreprises qui font maintenant faire du développement au Québec. Alors, quand on dit on rayonne, on est capable de rayonner parce qu'on a réussi à développer ces éléments-là. Je finis, ça ne sera pas long. 9 chaires de recherche actuellement à Bromont. Donc, quand on commence à parler de développer de la main-d'œuvre hautement qualifiée, bien, ça passe au travers de chaires de recherche industrielle. Et je vais arrêter là parce que j'ai une question à un moment donné, j'imagine. Parce que je peux continuer encore pas mal. Mais des fois, les sous-questions, les gens peuvent répondre avant, puis il n'y en a plus de sous-questions. Ça peut arriver. Ah, bien, j'ai pas fini. Donc, pour vous, là, ça a changé la donne pour la concertation, pour la cohérence, pour le travailler ensemble. Quand on a imaginé le centre d'innovation, ce que Stéphane et Héloïse ont parlé tantôt, on a été voir nos équipementiers. Puis les équipementiers ont tous embarqué. C'est 43 millions de dollars, il y a 14 ans. Fait que si vous mettez ça de l'ordre d'aujourd'hui, c'est près de 100 millions. C'est ça qui a été investi par les partenaires industriels. Il y a des gens qui y croyaient tellement. Je vais vous donner l'exemple d'IBM. Ils ont pris leur laboratoire de caractérisation de matériaux et d'analyse de défaillance. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur de leur site, puis ils l'ont transféré dans le centre d'innovation. Non seulement ils ont fait ça,
Mais en même temps, ils ont dit, tous mes employés qui ont 40, 45 ans d'expérience d'analyse de défaillance, je les mets disponibles pour l'écosystème. Donc, la PME pouvait venir avec des problématiques, et c'est des gens d'IBM qui faisaient l'analyse de défaillance et donnaient des pistes de solutions. Alors, à un moment donné, les gens ont dit, si on veut que ça fonctionne, il faut pouvoir partager. Quand on commence à partager, il arrive quoi? Bien, il arrive qu'un écosystème fonctionne de plus en plus. Il y a des retombées économiques. Et quand on retourne ensuite de ça aux instances gouvernementales qu'on a ici, bien, ils disent, « Hey, ça marche, fait que vous avez besoin d'investissements supplémentaires? OK, on est là parce qu'on sait qu'il y a des retombées économiques. » Et ça, c'est le secret. La pertinence de votre centre d'innovation doit demeurer toujours pertinent pour tout l'écosystème. Et la PME bien, a accès à ça parce que la PME, elle doit dire, « Moi, j'aurais besoin de ça. » Et quand on voit que globalement, tout le monde a besoin d'à peu près de la même affaire, bien, nous autres, on s'en va au BAT, puis on s'en va chercher les investissements requis de façon à pouvoir investir dans ce qui demeure quelque chose de pertinent pour l'écosystème. Alors, tout ce que Héloïse et Stéphane ont comme vision, puis qu'ils ont présenté tantôt, je finirai ça avec ça, puis j'aurais pu prendre juste 3 secondes pour le faire, c'est vrai. Leur vision est exceptionnelle, elle est très bonne, en tout cas par rapport à ce que nous, on a vécu, c'est dans la bonne direction. Puis on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. On travaille déjà régions. ensemble. Ça fait déjà 3 fois qu'on travaille ensemble dans les derniers mois, puis je pense que ce n'est pas terminé. Stéphane me dit qu'il voulait me parler encore la semaine prochaine. Je vais être là. Et moi, je voudrais être un petit oiseau. Stéphane et Normand ensemble. William, tu es notre entrepreneur ce matin. La zone d'innovation, ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises, on l'a entendu, mais pour toi, concrètement, qui fabrique des contenants en aluminium, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut te permettre d'atteindre comme développement? Donc, bien, il y a plusieurs personnes qui nous connaissent peut-être moins, donc on se présente toujours comme étant un fabricant de contenants en aluminium. Mais en réalité, on est un transformateur d'aluminium. Puis, on n'est pas de l'industrie alimentaire, on est vraiment de l'industrie de l'aluminium. Puis, on l'a appris à nos dépens un peu dans le passé, étant donné qu'on pensait faire un plat. Finalement, on transforme du métal, de la feuille, tout ça. Donc, ce que ça peut nous permettre d'atteindre, c'est plusieurs choses, en fait, l'Asial. Mais on s'est impliqué dès le début pour diverses raisons. Premièrement, se rapprocher de notre source, se rapprocher de l'expertise, avoir un accès local à l'expertise, à l'approvisionnement, puis au métal. Ça, on ne l'a pas présentement. Donc, on doit s'approvisionner à l'étranger. On a 3 sources d'approvisionnement qui sont étrangères. Puis, ça a plusieurs facteurs qui ont des conséquences sur notre entreprise, mais aussi sur les valeurs puis qu'on veut implanter dans le marché. La principale raison pour laquelle on voit du potentiel dans l'Asial, c'est l'accompagnement et le support qu'on a reçu des intervenants régionaux ou des intervenants du marché dans le passé. Puis, on ne l'a pas Nous, on transforme la feuille d'aluminium, dans le fond. Puis la feuille d'aluminium, la feuille mince. Il n'y a pas de laminoir au Canada. Donc, l'expertise métallurgique ou de laminage ou quoi que ce soit, bien, on ne l'a pas. Donc, on dépend à tous les niveaux de fournisseurs étrangers. Puis, dans le passé, bien, on a des... Je vais me permettre de les nommer. On a des partenaires comme Rio Tinto, comme Sotrem, qui ont permis de sécuriser, puis je dirais accélérer notre développement. Puis c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un développement qui est autant agressif dans le marché alimentaire. Puis l'Asial, pour nous, ce qu'elle peut nous permettre d'atteindre, c'est vraiment de réaliser notre mission. T'sais, on veut promouvoir les contenants, les solutions d'emballage qui sont éco-responsables dans l'industrie alimentaire. Puis c'est difficile quand ça vient de l'étranger. Il y a moins de transparence, il y a moins de support, l'expertise n'est pas là, on ne peut pas la développer à l'interne. Donc, ce que ça peut nous permettre, c'est vraiment de réaliser notre mission puis de promouvoir l'aluminium dans l'industrie alimentaire. Et comment tu vois tout ce partage-là aussi avec les autres PME? J'imagine que l'expertise, le partage d'expertise, tu le dis aussi, les éléments collaboratifs, les nouveaux équipements, ça peut permettre de propulser ton entreprise beaucoup plus loin. Oui, bien, il y a plus de spécialistes qu'on le pense dans la région, puis dans l'industrie de l'aluminium au Québec, beaucoup plus. Puis il y a non seulement ceux-là qui sont... Puis il y a des spécialistes du métal, puis on a fait affaire avec certains, mais il y en a aussi des équipementiers. L'équipement aussi, pour nous,
on a appris par nous-mêmes à transformer l'aluminium avec quel équipement, le tooling, pardon, et tout ça. Mais la collaboration, puis de bâtir une espèce de communauté et non pas de dépendre de partenaires étrangers, bien, ça, c'est vraiment là où je vois l'opportunité, moi, de fermer une boucle qui est manquante dans l'aluminium au Québec et au Canada, parce que, tu sais, on parle d'éco-responsabilité, on parle de recyclabilité, mais en réalité, tu sais, c'est pas suffisamment performant au niveau du cycle de vie qui est complet. Puis je pense que l'ASIAL, elle peut permettre justement d'y avoir un centre de coulée collaboratif, Emmanuel? C'est ça? T'sais, elle peut permettre de vraiment de fermer la boucle, parce qu'on a des partenaires au niveau du recyclage comme Sotrem, puis il y a Rio Tinto, justement, qui on sait tous ce qu'ils font, mais il n'y a pas de laminage. Fait que, l'alu ne peut pas revenir. Nous autres, on est dans la 3e transformation. Fait, entre les deux, il n'y a rien. Y a pas ça prend quelqu'un qui fait la seconde transformation afin d'avoir un cycle de vie qui est complet puis de fermer la boucle. Puis si c'est régional, local, bien, pour nous, c'est encore mieux parce que l'expertise est là, le savoir il est là, les gens sont là. Ça va peut-être permettre enfin de faire de la 2e, 3e transformation. Il y a des bouts qu'on n'aurait jamais réussi à faire. On pourrait rêver. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu de scepticisme par rapport à la zone d'innovation. Quand on prépare un événement, on parle à plein de monde, on dit, c'est-tu encore quelque chose qui sert à rien ou un autre organisme qui vient s'ajouter? Mais on comprend, toi, là, que tu vois tout le potentiel. Oui, bien, les bonnes personnes s'impliquent. Puis moi, c'est là où j'ai embarqué, c'est les bons intervenants sont là. Puis c'est aussi le fait qu'on parle de l'aluminium étant recyclable à l'infini, bien, il faut le recycler à l'infini. Il faut réellement avoir un cycle de vie qui est infini pour l'aluminium si on veut le promouvoir de cette façon-là. Puis présentement, je pense que l'ASIAL peut permettre d'atteindre ce stade-là. Merci. Donald, je me permets de vous appeler Donald. On a partagé la tablette quand même. C'est mon nom. Le déploiement des zones d'innovation au Québec, ça se fait graduellement. Donc, il y en a quelques-unes de désignées, celle de Bromont, Technum, Vallée de la transition énergétique. Vous êtes ici, là, aujourd'hui. Vous êtes du ministère de l'Économie. Peut-tu avoir un petit peu d'espoir? C'est-tu un message positif, ça, pour nous, là? Question qui tue. Mais vraiment bravo pour l'organisation de la rencontre, puis tout le panel. Je me permettrais deux petits commentaires. Tu sais, quand je disais, parce que j'ai sauté un bout de votre première question, là, quand vous me demandiez combien de projets, il y a eu à peu près 30 projets de déposés. C'est extraordinaire qu'on ait réussi à faire travailler le milieu universitaire, les CCTT, les entreprises, le milieu municipal. Et ça ne sera pas tous des projets de zone d'innovation. Aujourd'hui, au moment où on parle peut-être d'un potentiel de 7-8. On en a déjà annoncé 3. Je reviens à chez vous. Quand je dis qu'il faut que se distinguer au niveau mondial, il faut préciser. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Il faut vraiment préciser le concept parce que ça ne va pas à l'encontre de tout l'écosystème que vous avez, mais il faut développer vraiment l'aluminium vert, l'aluminium le plus vert au monde, pour que, vous voyez, ça, c'est un créneau qui va faire en sorte qu'à l'échelle mondiale, à cause de nos sources d'énergie, entre autres, on va être capable de vendre, de promouvoir l'aluminium le plus vert possible. Au Québec, Donc, c'est possible, ça, l'aluminium le plus vert au monde, là. Il faut travailler là-dessus. Pas une lubie, il faut travailler là-dessus. J'achève. Promis, j'achève. Deuxième point. Non, on a le temps. On a le temps. On a encore le temps? Oui. Deuxième point, c'est vous avez un partenaire important qui est Rio Tinto, qui a pris beaucoup de place au fil des années dans la région ici. Il y a d'autres producteurs d'aluminium, entre autres Alouette à Sept-Îles. Il y a Alcoa. Quand même, chez nous, à Bécancour, j'ai la chance d'avoir l'ABI qui est à propriété à peu près 75 Alcoa, 25 ABI. Donc, ces gens-là, ils sont habitués de travailler ensemble. Il faut
aller greffer un noyau, souhaitablement, à ce qui est déjà en place avec Rio Tinto. Et je sais que les autres partenaires sont intéressés. Maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'il y a des chances que le projet Dial soit reconnu au niveau du gouvernement du Québec éventuellement? Moi, je vous dirais que, avant d'accepter, parce que ça fait 6 ans que je me promène un peu partout au Québec, les 34 projets, malheureusement, ce ne sera pas tous des projets, puis il faut aller leur dire ça, mais souvent, ça finit en des projets de centre d'innovation qui est excellent pareil. Mais si j'ai accepté de venir ici, c'est que j'ai consulté à la fois les gens du ministère, parce que c'est eux qui font les analyses, et évidemment le politique, pour savoir si, moi je me présente là, est-ce qu'il y a des bonnes chances qu'on soit capable éventuellement de désigner l'Asial ici? Bien, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Et je pense, non seulement je suis optimiste, je suis à peu près certain, OK? Madame Leresse, je suis à peu près certain. André, ça fait 6 ans qu'elle me parle de ça. Je suis à peu près certain qu'on va désigner votre zone d'innovation. Et je suis à peu près certain que je vais revenir ici dans quelques semaines ou dans quelques mois avec, je vais nommer juste son nom parce que son titre est trop long, avec le ministre Fitzgibbon et le premier ministre. Fait que très content. Continuez de travailler avec ça. Je pense que dans quelques temps, vous allez avoir des excellentes nouvelles. Merci. Wow. Merci beaucoup. Ça nous fait tellement du bien d'entendre, d'avoir de l'espoir, puis de l'espoir concret, parce que ça n'a pas été facile dans les dernières années. On travaille sur des choses, il y a des choses qui atterrissent plus difficilement, mais si ce projet-là peut atterrir, mais c'est absolument fantastique. Je vous l'ai dit tantôt, la dernière fois que je suis venu, j'ai perdu à Jonquière. Là, il fallait que je sorte d'ici en gagnant. Là. Qu'en est-il de la participation actuelle d'Aluminerie Alouette et Alcoa à la ZIAL? Alors, qui répond? C'est bon? Je pense qu'on peut dire qu'Alcoa et Aluminerie Alouette sont pro-zone d'innovation. On a plusieurs projets collaboratifs dans lesquels ils veulent participer. Maintenant, moi, je dis toujours que le succès attire le succès. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre de M. Donald, je pense que ça va travailler en notre faveur pour les avoir beaucoup plus activement impliqués, non seulement au niveau projet, mais au niveau membre fondateur. C'est bon, ça, comme politicien? Oui. C'est bon? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? On y va pour la deuxième question. Comment la ZIAL peut supporter le secteur de l'aluminium dans un enjeu important qui freine la croissance des entreprises, soit la pénurie de main-d'œuvre? Bien, je vais commencer, Héloïse. Puis c'est sûr que si on devient attractif, bien, techniquement, et nous sommes un milieu de vie attrayant et stimulant, ça, je pense que ça peut être une des façons de faire. Maintenant, Héloïse, je te passe la parole, Héloïse, parce que tu sais, ton exemple, quand tu dis, là, tu sais, pourquoi que dans chacune de nos entreprises, on travaillerait sur un même projet, alors qu'on pourrait partager nos ressources. Alors, ce que je dis souvent, c'est, puis je donne un exemple, tout le monde veut travailler en digitalisation, automatisation, numérisation. Autant chez Epic Machinerie qu'ailleurs, tout le monde est limité en ressources spécialisées dans ce domaine-là. On se fait voler, on se vole, on fait des contre-offres. Et à un moment donné, bien, ce que j'expliquais aux clients, j'ai dit, si on prend un projet de numérisation, digitalisation des opérations, et puis qu'on vous fait tous travailler ensemble, Alcoa, Alouette, Rio Tinto,
à Shawinigan Aluminium et qu'on travaille ensemble un projet de digitalisation, bien, il va y avoir un projet, peut-être un peu plus gros, sur lequel une équipe va pouvoir travailler et les retombées pour tout le monde vont être là. Donc, ça veut dire la même équipe qui travaille pour tous les clients en simultané sur tout ce qui est non compétitif. Donc, on accélère le développement. Sinon, nous, chez Epic Machinery, on va faire quelques heures à droite, quelques heures à gauche. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Donc, si on fait un projet collaboratif et qu'on est capable de standardiser certains des intrants, bien, on est capable d'utiliser une même ressource, puis on multiplie l'impact. Donc, on ne crée pas du monde, on n'en invente pas du monde, mais si on travaille plus intelligemment, bien, techniquement, on fait avancer tout le monde plus vite. Les projets nous coûtent moins cher, l'innovation se fait. Puis après, quand on tombe en mode compétitif, qu'est-ce qui est plus spécialisé à chacun des clients, on va les travailler de façon individuelle. Je pense que c'est une partie de la réponse, mais il y a certainement plus à dire. Tu l'as, ton micro. Puis effectivement, peut-être pour compléter, puis je vais céder la parole à M. Sanson, c'est qu'en plus de cette réponse-là, c'est le niveau d'attractivité de la région. On parle d'une zone d'innovation, c'est la prétention de dire, bien, on a la capacité d'être les meilleurs dans notre domaine, les meilleurs non seulement au Québec, au Canada, mais à travers le monde. Mais ça aussi, ça attire des talents. Ça aussi, ça nous aide énormément pour pouvoir aller chercher des talents internationaux, des cerveaux, donc des humains talentueux, des gens qui veulent faire partie de l'aventure. Puis nous, comme Corporation de développement économique, quand on agit en attraction de talents, cette carte de visite-là, elle est excessivement importante. On est l'endroit à travers le monde pour évoluer dans le domaine. Donc, c'est une force incroyable. Donc, ça permet d'aller chercher de la main-d'œuvre supplémentaire. Merci. Pour l'essentiel, vous l'avez dit tous les deux, mais pour l'université, c'est bien sûr le milieu de vie, c'est du logement étudiant. Hier soir, nous avions une superbe cérémonie de remise de bourse, près de 400 000 $ de remise de bourse à des étudiants des premiers cycles, mais aussi des cycles supérieurs. Il y avait quelques tremblés du Lac-Saint-Jean, mais il y avait également des cerveaux internationaux et mes collègues de l'UQAC sont là derrière moi. Là. Donc, l'UQAC joue son rôle aussi là, dans le recrutement de talents qui vont être impliqués dans la zone d'innovation. Puis il y a la formation aussi sur laquelle on va travailler, la formation adaptée aux besoins du futur. Et ça, bien, plus on forme des gens compétents, bien, ça donne un coup de pouce. Oui, puis nos amis de Service Québec, Suzanne, qui est là aujourd'hui, ils sont spécialisés aussi dans la formation, donc collaboration avec les maisons d'enseignement. C'est sûr que les maisons d'enseignement vont avoir à travailler ensemble. Elles le font déjà, mais dans l'objectif de la zone d'innovation. Je me permettrais, parce qu'on parle de collaboration, oui. Je pense que l'exemple, elle est patent. On parle de digitalisation, on parle de compagnies à l'intérieur de la ZIAL. Mais on a oublié qu'il y a peut-être une zone au Québec qui peut donner un coup de main là-dessus, parce qu'il y a plein de compagnies qui sont vers de faire cette job-là aussi. Alors ça, c'est un autre élément, les collaborations entre les zones. Il faut continuer à mettre beaucoup d'emphase là-dessus aussi. Et soyez fiers. Bromont, maintenant, je vais vous le dire, j'annonce quelque chose. Montréal est dans la banlieue de Bromont. Alors, je pense que Québec peut devenir peut être la banlieue de Saguenay. Pourquoi pas? Et ça, c'est vrai, Normand. Une de mes volontés, d'être clairement connecté aux autres zones. Vous savez, Abitibi, ça sera probablement le secteur des mines. Bon, bien, si on a des similitudes industrielles, moi, je veux absolument que notre zone soit connectée aux autres. Puis celle de Normand, bien, vous l'avez dans vos poches. Le numérique, c'est partout. Oui. Merci pour cet ajout. Vraiment. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, oui. Vous êtes les leaders de la communauté. Puis cette question-là, elle aurait pu être posée chez nous aussi, hein? Avec la filière batterie. Vous savez, Bécancour, là, il y a le fleuve. L'autre bord du fleuve, c'est Trois-Rivières. Moi, ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais je vais avoir 60 ans cet été. J'ai fait du développement économique pendant une 30aine d'années dans la région. Et il y a des similitudes. Trois-Rivières, Jonquière, Saguenay, on a été les capitales du chômage pendant des années. On a une chance extraordinaire de travailler ensemble. Moi, là, je trouve ça beaucoup plus, je l'ai dit crissement, mais je pense que ce n'est pas approprié, mais je trouve ça beaucoup plus stimulant de travailler à la croissance qui est devant nous
que de travailler à des pertes d'emploi comme on a fait pendant des années. Donc, ce défi-là, c'est pas la ville, c'est pas le recteur, c'est pas le député, c'est un défi collectif qu'on a relevé ensemble, mais c'est un tabarouette de beaux défis. William veut ajouter quelque chose? Bien, moi, ce que je veux dire par rapport à la rétention... Rapproche ton micro, William. Ramener de la main-d'œuvre. Ce que je veux dire par là, à ce niveau-là, c'est que les gens qui travaillent pour nous, s'ils voient qu'on réalise, exemple, nos engagements en matière de partenariats locaux, quoi que ce soit, nos travailleurs, ils ont aussi des valeurs. L'équipe, travailler avec des partenaires qui sont locaux, ou bien avec une expertise qui est locale, ou bien travailler avec des gens qui partagent leurs valeurs, ou dans une entreprise qui réalise ses objectifs, bien, ça les fidélise. Là. Donc, c'est juste à ce niveau-là, de travailler avec pas mal plus facile de travailler avec des gens qui nous donnent des conseils ou qui nous accompagnent de la région du Québec qu'avec des gens de Chine. Puis... Effectivement, en qui c'est difficile d'établir un lien de confiance parce que les valeurs sont différentes aussi. On va prendre une dernière question. Vous êtes plusieurs à avoir posé des questions, mais on se fait toujours un devoir de terminer à l'heure. Il y a plusieurs questions sur le centre de coulée collaboratif. Qu'est-ce que ça va permettre? Est-ce que ça va permettre de tester des techniques d'équipement offline? Est-ce que ce sera un centre de production en premier, un centre de test en premier? Est-ce qu'on a un peu d'éclaircissement sur ce futur centre de coulée? C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Puis, tu sais, arrêter une usine pour aller faire un test, avoir une vitrine commerciale, prendre des étudiants, les former, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis le projet est encore en construction, en élaboration. Je vois Dominique Girard qui mène le bateau avec d'autres joueurs. Moi, je pense que c'est beaucoup de choses en même temps. Héloïse, tu es plus dans le technique. La seule chose que j'ajouterais, c'est qu'on ne s'en va pas en compétition contre personne, puis on ne devient pas une usine de production en soi. Oui, on veut pouvoir supporter les gens dans l'industrie tertiaire. Oui, c'est correct. Transformation, c'est bon, c'est le bon mot. On va être capable de promouvoir ça, mais en bout de ligne, on va demeurer un centre de coulée collaboratif, puis on est là pour tester, puis on est là pour faire grandir les entreprises. Mais on ne sera pas en compétition nécessairement avec des centres de coulée existants. Merci beaucoup. Puis, pour ceux qui ont d'autres questions, vous allez être restés quelques minutes donc pour pouvoir répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Bravo à toi, Sandra, et ton merci. équipe. C'est incroyable, ton organisation. Hein? C'est épatant de travailler avec Sandra une semaine avant un événement comme ça. Bien, merci, on est là pour ça. Puis merci à vous d'être venus de si loin que Bromont et du coin de Bécancour. Saint-Célestin. Alors, ça fut vraiment une discussion vraiment enrichissante, intéressante. Puis, on voit vraiment la cohérence de la collaboration. Ça, c'est ça et d'aller au-delà de notre zone, de notre région et de voir grand. Aujourd'hui, on envoie vraiment un message clair, n'est-ce pas, Madame la ministre? On est prêt à accueillir une zone d'innovation dans la région. Plus encore, nous en avons besoin. Puis, on est prêt à vous accueillir pour une annonce officielle. Avec les voyageurs de Jonquière. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais prendre une minute pour remercier nos partenaires de l'événement. Parce que nous, on a nos partenaires annuels, mais les partenaires des événements économiques sont vraiment importants. Promotion Saguenay, merci Priscilla, Promotion Saguenay qui présente les rendez-vous économiques. Nos partenaires, collaborateurs, la BDC, Investissement Québec, Catapulte Communication, Netris, Air Canada, nos partenaires techniques, Solotech, Deux Spark Technologies et notre partenaire média, Informaffaires et nos partenaires de diffusion. J'en profite également pour remercier nos partenaires annuels que j'ai remerciés au début, mais Rio Tinto, Ville-Saguenay et MRC du Fjord du Saguenay.
3 petits mots sur nos prochains événements. Je vous ai parlé de l'événement Relève, la tournée Relève de la FCCQ. Ça se passe jeudi prochain. Nous avons monté également, parce que la relève est vraiment un enjeu majeur dans notre région, un campus relève. 3 jours où des releveurs peuvent travailler ensemble, une collaboration du CETEC et de Raymond Chabot, Grant Thornton. Alors, je vous invite à aller voir sur notre site. C'est unique au Québec et on l'exporte après dans toutes les autres régions du Québec, notre campus relève. Et en terminant notre gala qui aura lieu le 2 mai. C'est le 20e anniversaire et je vous le jure, ce sera tout un party. Il y a un avant-gala, mais il y a un après-gala aussi qui va nous permettre de festoyer. Merci à vous tous, merci à nos panélistes, merci à nos élus qui travaillent vraiment fort. Souvent, hein, c'est pas facile, vous vivez des choses difficiles, mais on vous aime, puis on apprécie votre travail. Merci à nos élus municipaux aussi qui sont là. Vous êtes tellement importants. Alors, bravo à vous tous. Merci pour cet appel à la mobilisation qui a été répondu, parce qu'ensemble, nous aurons notre zone d'innovation. Au nom de toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, merci et bonne journée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.